Alors, dans une réflexion que nous avons émise sur justement l'application de nouvelles technologies de la communication au sein de l'hôpital Foch, nous avons pensé qu'il était utile, alors que nous avions un étudiant d'une école d'ingénieurs qui allait passer 3 mois avec nous, qu'il réfléchisse lui-même en représentant les producteurs, ceux qui fournissent les tuyaux en quelque sorte, de manière à voir le résultat de ce que cela peut donner. Et ceci a été appliqué à une réflexion de Philippe Beussbock qui et d'un certain nombre des collègues qui travaillent avec lui, oncologues, qui avait une sensation qu'il y avait eu sûrement une perte de chance pour certains patients. Ce qui voudrait dire que, oui, la télémédecine, mais n'y a-t-il pas une sémiologie à avoir, de manière à quel moment, pour qui, justement, utiliser ces nouveaux moyens de la télécommunication et ne pas attendre qu'il y ait des problèmes et qui serait bien sûr, comme d'habitude, très tapageur et demanderait ensuite des indemnités, bien sûr, que l'on comprendrait. Donc, tu as la parole. Je tiens à te remercier pendant 3 mois. Tu as réussi à non seulement supporter mon caractère, mais tu as été aidé par Corto, et c'est bien. En tout cas, je t'ai trouvé excellent, et je suis très content que tu fasses cette communication, qui est ta première. Il y aura le champagne après, bien sûr. Bien. 15 minutes. Je me dépêche. C'est mieux que tous les autres. Ah, je fais faire moins de 15 minutes, il n'y a pas de souci. Alors déjà, merci beaucoup au professeur Christian Hervé de me recevoir pour ce colloque, et merci à vous tous de prendre votre temps pour m'écouter. Alors comme il vous l'a dit, moi je suis étudiant ingénieur à l'ESME Sudria en biotechnologie, et je suis ici pour vous présenter une étude qu'on a réalisée cet été autour des enjeux éthiques dans l'usage de la télémédecine en période de pandémie et en cancérologie. Donc qu'est-ce que la télémédecine? Je ne vais pas retourner là-dessus puisque le docteur Duguay l'a très très bien expliqué, et je n'ai pas voulu vous faire perdre du temps non plus. Donc ce qui je trouve par contre est important de rappeler, c'est que dès la première vague épidémique de la Covid-19, il y a eu un questionnement sur les risques à faire venir un patient à l'hôpital. Donc la priorité était, et bien évidemment toujours, la protection des patients, notamment les patients vulnérables qui sont atteints de cancer. Donc dans cette optique, c'était là que les médecins du département d'oncologie et de centre support de l'hôpital Foch ont décidé et ont pris l'initiative d'utiliser la télémédecine, et ils ont ensuite été aidés par la direction qui leur a fourni le support technique nécessaire à pouvoir la réaliser dans les meilleures conditions possibles. Donc pour réaliser cette étude, on a créé une grille d'entretien qu'on peut voir à droite de l'écran, qui était composée de 18 questions, et qui a été posé dans des entretiens semi-directifs du département d'oncologie et de centre support de l'hôpital Foch. Donc l'étude elle est passée devant le comité d'éthique et a reçu un avis favorable. J'imagine que vous l'entendez bien puisqu'on travaillait dedans. Et donc 8 médecins du département d'oncologie et de centre support de l'hôpital Foch ont été interrogés, dont un qui ne travaillait pas à l'hôpital Foch au moment de la première vague et qui travaillait dans une zone moins touchée par le Covid, ce qui nous a permis d'avoir un avis un peu comparatif par rapport à 2 zones différentes. Donc sur les 8 médecins, il y avait 4 hommes et 4 femmes d'âge, d'ancienneté de profession et de spécialités d'organes différentes, ce qui donnait évidemment une notion assez hétérogène à l'étude. Donc d'abord, les premiers résultats nous ont montré qu'il y avait une différence d'opinion avant l'utilisation de la télémédecine sur celle-ci. C'était simple, c'était qu'il n'y avait pas d'opinion sur la télémédecine avant son utilisation due à une faible ou non-utilisation, ou alors les médecins étaient très clairement défavorables ou très clairement favorables à son utilisation. Ensuite, après son utilisation, on a remarqué qu'il y a eu un accord d'opinion, un consensus qui s'est créé entre les médecins, où on voit même 2 points sur lesquels ils ont tous été unanimes. Le premier point, c'est qu'ils allaient continuer à utiliser la télémédecine même après le Covid. Et le deuxième point, c'était que la télémédecine avait besoin d'un cadre opérationnel qui n'était pas encore suffisamment bon aujourd'hui et qu'on avait besoin de développer. Donc pour ça, les médecins ont donné 6 critères d'éligibilité à la téléconsultation. Donc 3 sont impératifs, et s'ils ne sont pas remplis, on ne peut normalement pas élire quelqu'un à la téléconsultation. Et 3 sont secondaires,
et sont favorables à la téléconsultation. Donc les 3 impératifs sont que ça ne peut pas être une première consultation pour le patient, qui ne devrait pas être là pour une consultation de diagnostic qui est impossible en téléconsultation, ce qui rejoint le 2e critère qui nous dit que le patient doit être un patient connu dans lequel le médecin ait confiance, qui ne va pas minimiser ses symptômes consciemment ou non. Et enfin, les bilans et examens du patient doivent être bons, il ne doit pas y avoir eu d'anomalie détectée. Ensuite, pour les critères secondaires, il est favorable qu'un patient sous traitement oral puisse avoir accès à la téléconsultation, comme un patient qui est guéri, sous surveillance ou alors en suivi. Et enfin, on peut aussi donner à la téléconsultation un patient qui est en incapacité de se déplacer ou qui habite loin. Évidemment, ces 3 critères, on peut élire quelqu'un à la téléconsultation si les 3 critères d'avant, les critères impératifs, ont été remplis. Ces critères sont non négligeables. Mais il est aussi important de rappeler que des patients qui étaient éligibles à la téléconsultation et qui remplissaient tous les critères nommés juste avant n'ont pas été vus en téléconsultation car les médecins pouvaient estimer qu'il y avait certains doutes, qu'une anomalie n'avait pas été détectée alors qu'on pouvait supposer qu'elle était là. Et dans ces moments-là, les patients ont été vus en présentiel et n'ont pas été vus en téléconsultation, ce qui montre qu'il y a quand même une vraie réflexion sur quand est-ce qu'on va l'utiliser. Et ça montre aussi que la téléconsultation n'est pas faite pour tous les patients, qu'elle est patient-dépendante et pathologie-dépendante. Mais la télémédecine a aussi quelques problèmes, et notamment le manque d'examens cliniques. Ce manque d'examens cliniques qui est aujourd'hui irréalisable parce qu'on ne peut faire aucune palpation, on n'a pas de contact physique avec le patient, bien évidemment. Mais d'un autre côté, ce manque d'examens cliniques, c'est aussi un gain de temps, puisqu'une grosse partie de la téléconsultation, c'était l'examen clinique, justement. La télémédecine est aussi soumise à d'autres problèmes plus techniques et sociaux, dont l'hôpital a essayé de régler le problème lorsque quelques médecins de l'hôpital se sont réunis pour créer le comité de téléconsultation. Donc l'action de ce comité, ça a été la création de questionnaires pour les patients et les médecins, enfin, et le personnel de santé qui a utilisé la téléconsultation. Et à l'issue de ces questionnaires, quand ils ont reçu les réponses, ils ont créé 2 guides de téléconsultation, un pour les médecins et un pour les patients. Ces 2 guides sont encore en confirmation, on ne sait pas encore s'ils vont être acceptés. Maintenant, on sait qu'il y a eu quelques problèmes méthodologiques pendant l'étude, surtout dû au faible effectif de médecins qu'on a interrogés, donc seulement 8, mais ça se contrebalance par le fait qu'il y a eu une très forte expérience des médecins sur une expérience totalement inédite, et qu'il y a eu la saturation des items majeurs qui a été faite extrêmement rapidement, surtout sur les critères. C'est donc Comme c'est une étude qualitative, il n'y a pas d'effectif obligatoire. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Donc il faut aussi rajouter que l'utilisation de la télémédecine a été faite dans des conditions exceptionnelles de pandémie et de confinement des patients, il ne faut pas l'oublier, et que ça a donc donné une réflexion intéressante aux médecins sur comment, quand et pourquoi utiliser la télémédecine. Et c'est là que moi, en tant qu'étudiant ingénieur, je peux venir donner une petite dimension technique à cette réflexion. Donc dans cette réflexion, et en plus des 3 critères impératifs qu'on a nommés avant, il y a aussi une dimension qu'il faut prendre en compte et qu'un des médecins a mentionné, c'est la situation d'une personne. Si elle vient d'un milieu social défavorisé, elle n'aura pas forcément accès aux outils nécessaires pour réaliser une téléconsultation. Et si c'est une personne étrangère qui maîtrise mal la langue, la communication va être difficile. Donc la communication d'elle vers le médecin et la communication du médecin vers elle, du coup recevoir les données qui, elles, lui seront importantes. Ensuite, on a aussi pu avoir quelques craintes des médecins, notamment sur la sécurité des données, parce qu'effectivement, en télémédecine, elle est dans la plupart du temps sécurisée, notamment par les RGPD et par la HAS, mais certains logiciels qui sont utilisés encore aujourd'hui sont Teams, Skype, et donc ce sont certains logiciels qui proviennent des GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et récemment Microsoft. Et le problème avec ces sociétés, c'est que leurs serveurs sont hébergés en Europe, mais ça reste des sociétés nord-américaines. Et comme le dit un des médecins interviewés, on met chez les GAFA la santé des Français. C'est un énoncé qui peut être excessif, mais cette réflexion, elle me semble nécessaire. Est-ce que, même si les données sont protégées, on doit laisser des sociétés américaines traiter des données de santé françaises? Donc c'est une question qu'on peut se poser.
Évidemment, il y a déjà une réflexion depuis longtemps sur ce problème-là. Une autre crainte, ça a été la responsabilité légale des médecins et de l'hôpital. Dans le cas de non-détection d'une rechute d'un cancer ou de retard de prise en charge, il peut y avoir des plaintes qui sont à l'origine de perte de chance. Et donc dans ce cas-là, qui est responsable? Est-ce que le cadre juridique actuel est suffisant et peut être appliqué? Est-ce qu'on applique le cadre juridique des consultations classiques? Et surtout dans un cadre de crise sanitaire qui est particulièrement exceptionnel, comment gérer tout ça? Ensuite, toutes ces informations nous ont montré qu'une formation en télémédecine était nécessaire pour les professionnels de santé. Donc c'est une formation professionnelle à l'hôpital faite par les industriels qui permettra aux médecins d'acquérir les compétences qui sont nécessaires actuellement pour réaliser une télémédecine, une téléconsultation. Et ça permettrait aussi aux industriels et aux ingénieurs d'avoir un retour direct d'expérience sur la télémédecine et d'avoir une réelle conscience des besoins des professionnels de santé. Mais avant ça, peut-être que les ingénieurs méritent d'avoir un peu plus de connaissances en éthique pour pouvoir justement avoir une réflexion sur l'aboutissement de leur logiciel et pas simplement leur création, je le crée, je le donne, c'est fini. Non, c'est je le crée pour quelque chose dans une finalité et on doit réfléchir à quelle va être cette finalité et pas seulement de vendre notre produit. Il y a aussi certains éléments qui méritent d'être étudiés, comme l'incidence financière de la téléconsultation, puisque qui dit téléconsultation dit pas de transport des patients, donc plus de bons de VSL, plus de bons d'ambulance, plus de bons de taxi. Ça dit aussi moins de consultations présentielles, donc moins de box de consultation, donc moins de nettoyage, moins d'électricité. Donc ne pas privilégier la téléconsultation pour des raisons financières. Il y a aussi un problème d'accessibilité de la donnée qui est un frein au développement de la télémédecine et à beaucoup de nouvelles technologies aujourd'hui en France, puisque c'est un problème qui a été soulevé dans beaucoup de choses, comme par exemple le dossier médical partagé. Et donc tout ça nous montre qu'il y a encore des problèmes qu'il va falloir résoudre. Enfin, la pandémie de la Covid-19 nous a montré que l'utilisation forcée d'un outil qui aujourd'hui n'était que très peu envisagé et encore moins utilisé est aujourd'hui quelque chose qui devient une solution envisageable et même une solution qui est parfois préférable à une consultation en présentiel. Et tout particulièrement pour des patients vulnérables et qui sont atteints d'un cancer et dans un contexte de crise. Et ça nous a aussi montré qu'on pourrait potentiellement l'utiliser hors de ce contexte. On peut aussi se demander si l'emploi de la télémédecine n'a pas été trop précoce et qu'il n'a pas entraîné des retards de soins, voire des diagnostics tardifs qu'on connaît maintenant. Et donc le choix de la télémédecine doit être fait par un médecin qui est entraîné et formé, bien évidemment en concertation avec le patient qui émet sa préférence. Donc l'étude nous a aussi montré que les professionnels de santé se sont posés des questions d'accès aux soins parfois flagrantes, parfois beaucoup moins, pour les patients, et qu'ils ont trouvé un moyen de la surmonter, qu'ils l'ont utilisé directement, et c'était la télémédecine. Et les résultats nous montrent aussi qu'il y a un effort dans le développement et le déploiement de la médecine qui mérite encore beaucoup d'attention. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant cette étude, donc le docteur en éthique médicale Henri Cortot, le docteur Asman Benmazian, le docteur Philippe Busbock et le professeur Christian Hervé. Et merci à vous de m'avoir écouté.